c'était les conseillers communaux de Valormes qui avaient décidé qu'il fallait intervenir par rapport à la gare, et ils ont appelé ça réhabiliter la gare de Valormes. C'est un nom impressionnant parce que franchement on se pose des questions. De quelle manière est-ce que c'était possible de réhabiliter la gare? Parce que les Valorbiers trouvaient donc trop difficile l'accès à la gare, la présence des requérants, et ils ont intitulé leur pétition réhabiliter la gare de Valormes. Donc c'était assez prétentieux comme explication, et c'est là, comme je disais précédemment, que le syndic a réfléchi et estimé qu'il n'y avait que Aravo, en quittant la gare, qui pouvait donner une solution à ce problème. C'était impressionnant. Et je vous ai expliqué tout à l'heure ce qui s'est passé ensuite, comment Laurent Francfort est venu rencontrer les bénévoles, ce qu'il nous a dit. Et je garde en mémoire une phrase que j'avais trouvée assez parlante et puis très juste finalement. C'était que jusque-là, eh bien, Aravo était un vis-à-vis ignoré, et Aravo devenait alors tout à coup estimé. Voilà, un vis-à-vis ignoré qui devenait estimé. Alors c'est une phrase qui a été dite à ce moment-là et que je trouvais quand même forte et juste, et qui a correspondu vraiment avec la réalité de ce qui s'est passé. Voilà pour la question de la gare. Et puis c'est vrai que nous, on a dû mettre en route des idées de déménagement, des idées de trouver quelque chose d'autre, un autre endroit pour se loger. Et puis, mais ce qu'il faut aussi ne pas oublier, à ce moment-là, notre présidente, Christiane Matisse, était encore présente. C'était elle qui faisait les tractations avec Laurent Francfort. Et puis, elle avait bien dit, nous acceptons de déménager par esprit de conciliation. Pour elle, c'était vraiment très clair qu'elle ne voulait pas, ça lui était difficile, disons, de s'abaisser à déménager pour ces gens, mais c'était vraiment par esprit de conciliation. Et c'est comme ça que tout est parti et qu'on a envisagé donc de déménager. C'était très difficile à trouver des solutions, puisque comme précédemment, tout le monde au village nous fermait plutôt la porte. Finalement, avec les discussions avec la gare d'une part, avec la commune d'autre part, et avec le canton, puisqu'on avait mis en route ces discussions issues des rencontres avec Philippe Lebas. Ces rencontres, on les a appelées des CCCA, ce qui veut dire Confédération, Canton, Commune, Aravo. C'est un nom que j'ai inventé comme ça, et puis c'est resté finalement, encore à l'heure actuelle, donc 11 ans plus tard, on parle des CCCA, et c'est vraiment parce qu'il y a donc des personnes qui sont là autour d'une table, toujours deux personnes de la Confédération, là ça veut dire le centre des requérants, des gens du canton qui viennent depuis Lausanne pour discuter dans ces rencontres, des personnes de la commune qui sont toujours là, et puis deux personnes. Il y a deux personnes de chaque. Deux de la Confédération, deux du canton, deux de la commune et deux de l'Arabo. Et c'est comme ça qu'on poursuit notre chemin, c'est pour ça qu'on cherche des solutions et qu'on en trouve. On a toujours trouvé. Ces discussions, je trouve qu'elles sont donc toujours gérées par le syndic. C'est le syndic en personne qui préside à ces rencontres. Alors ces rencontres ont en tout cas produit, oui, différentes choses, mais particulièrement le fait qu'on a pu trouver un local et surtout un montage financier. Il y a eu tout un montage financier assez compliqué, donc on ne va pas entrer dans les détails, entre la commune, le canton et les CFF. Les CFF louent le terrain, etc. Donc c'est ce montage-là qui a permis de trouver la solution des containers. Alors ces containers, donc c'est 7 pièces juxtaposées. Il y a une partie, un des containers qui est utile pour le service d'aide juridique et les aumôniers. Il y en a 4 qui sont prévus pour l'accueil, et puis un encore pour le réduit.
et les toilettes. Et ça fait une surface de... Ça fait une surface de 115 mètres. Chaque conteneur a 15 mètres carrés et puis il y en a 7. Ouais. Alors ça fait 115 mètres carrés à disposition. Et donc, entre Moutier et 50, où on avait un très petit espace, ça a été multiplié par deux et un peu plus quand on a été dans la gare voyageurs. Et maintenant, on est sur l'esplanade de la gare marchandises. Oui. Donc, on descend. Et puis maintenant, donc, c'est encore 2 fois plus grand que ce qu'on avait avant. Avec un petit auvent pour l'été à côté. Et puis après, on a fait un auvent, oui, pour pouvoir que les uns et les autres puissent se tenir dehors, ce qui est quand même bien apprécié aussi. Mais oui. Mais ça, c'est venu après coup. Et puis ensuite, encore, on a fait un toit parce qu'on a dû demander à la commune de mettre un toit. Il y avait tellement d'infiltration d'eau, oui, et puis de condensation qui faisait que ça coulait le long des murs, ça coulait un peu de partout. On a eu des gros problèmes d'eau, alors pendant des années. Maintenant, franchement, depuis que le toit est arrivé, il y a quoi, il y a 2 ans, 3 ans, eh bien ça a beaucoup changé. Maintenant, on est bien. L'installation s'est passée d'une manière sympathique. On avait pris quelques requérants pour le déménagement. Il y en avait quelques-uns qui avaient été très heureux de participer, qui étaient, à ce moment-là, il y avait quelques personnes très habiles à droite. Et le déménagement s'était fait en une matinée, mais tellement simplement et rapidement, c'était formidable. Mais bien sûr qu'on avait tout préparé à l'avance. On avait trouvé donc une jolie cuisine, enfin des meubles de cuisine qui ont été installés par des bénévoles, et ça c'est en rouge, ça donne un petit peu de couleur à l'ensemble. On avait trouvé en canapé d'angle, alors que la commune débarrassait le casino, et tout ça, ça donne de la couleur, ça donne un peu de vivacité dans le lieu, parce que des containers c'est tristounet. Et c'est vrai que quand on arrive de l'extérieur, on se dit « Oh là, c'est pas bien beau, c'est locaux ». Mais quand on entre, moi je suis souvent frappée, il y a quelque chose d'accueillant, il y a quelque chose de sympathique. Et puis on s'y sent bien. Alors le 18 juin 2011, on a eu l'inauguration officielle des lieux. Et là, c'est vrai que ça a aussi participé à rendre l'association plus connue et officielle dans le village. Le syndic, la municipalité étaient présents. Il y avait des gens du canton, donc bien sûr, du centre. Peut-être pas beaucoup du centre, mais enfin quand même. On avait invité une conseillère nationale, Madame Josiane Aubert, qui est venue et qui nous a apporté les salutations de Berne, donc des autorités fédérales, c'était pas rien. On avait invité Farhad Kamas, qui était un requérant qui avait passé par Aravo, qui avait passé par Valorbe, et qui a été bien connu parce que c'est un des acteurs du film La forteresse de Fernand Melgar. Alors comme il avait une place importante dans ce film, et puis qu'il avait été très présent auprès de nous, on avait beaucoup discuté. Il était resté bien quelques mois à Valorbe, il venait toujours à Aravo parler, il avait envie de mieux comprendre ce qui se passait en Suisse. Il avait beaucoup de questions, ce jeune. Et comme finalement, en se battant énormément, il avait réussi par miracle à rester en Suisse et à rester dans le canton de Vaud. Et il s'était marié, enfin il s'est marié. Alors voilà, on pouvait avoir accès à lui facilement. On l'a invité pour cette occasion et c'est lui qui a coupé le ruban. C'était quelque chose d'important. Je vous ai parlé de Josiane. Il y avait encore une chose que j'ai trouvée qui vaut la peine aussi de mentionner, c'est qu'on avait invité Pierre Loup, qui est un gars intéressant. Il dessine constamment. Quand il écoute quelque chose, il est toujours avec un crayon, du papier, et il dessine pour illustrer tout ce qui entre au fond dans sa personne. Et il avait participé à une rencontre d'explication, de présentation sur Aravo,
À ce moment, il était diacre à Vevey et Danilo Gay faisait une présentation, voilà, invité par la ville. À la sortie de cette soirée, il a présenté à Danilo son dessin et Danilo avait été tellement surpris de tout ce qui avait été destiné, du côté intéressant, original, et il a dit à Pierre, mais il faut en faire quelque chose de ce dessin, il ne faut pas simplement le chiffonner et le mettre à la poubelle. Non, c'est intéressant comme tout, j'aimerais beaucoup l'avoir en plus grand et ce sera quelque chose qu'on pourra mettre dans notre local en souvenir de cette soirée. C'est ce qui a été fait et Pierre-Loup est venu avec un tableau qui nous a présenté à l'inauguration. Quand on a démarré Aravo, on s'est dit que chacun a donné quelque argent et puis on a acheté café, thé et tout ce qu'il fallait. On a vraiment limité au maximum les achats importants de mobilier, des choses comme ça. On a trouvé des choses formidables, soit à la déchetterie, soit des choses second-hand. Et puis en rien de temps, on avait été équipés, c'était sympa. Acheter café, thé, sucre, c'était pas trop compliqué puisqu'on était dans un petit endroit, on ne pouvait pas recevoir tellement de personnes à la fois. Quand on est arrivé plus tard donc à la gare voyageurs, puis encore à la gare marchandises où on est maintenant, où on était dans le moment que je raconte, eh bien sûr que là, les finances sont ont pris beaucoup plus de place. Et un jour, après une année de fonctionnement, eh bien, le caissier nous a dit, mais attention, la caisse est bientôt vide, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que ça nous a tout à coup rappelé sur Terre qu'on n'était pas seulement dans l'imagination, dans l'organisation de ce qu'on faisait comme des braves petites personnes qui rêvent, mais la réalité nous rattrapait un peu, c'est que les finances, il faut régulièrement les reconstruire. Et là, Daniel Rochat, qui faisait partie du comité, pasteur à la retraite, qui était aumônier au centre, donc un des aumôniers protestants, il s'est dit, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle de notre activité, il faut qu'on en parle. Ça ne concerne pas seulement Valorbe, cette histoire d'Aravo, cette histoire d'accueil Quérance. Finalement, c'est pour le canton dans son entier. Donc il faut que le canton sache ce qu'on fait, et il faut que le canton, dans la mesure du possible, participe à ce qu'on fait. Le travail d'Aravo, c'est beaucoup des personnes du coin ici, mais quand même de toute la région du Nord Vaudois, puisqu'il y a même des bénévoles qui viennent de Lausanne. Donc notre action est étendue, et il faut que ça se sache. Son initiative principale, ça a été de visiter les communes. Et il a pris son bâton de pèlerin, oui, mais aussi son téléphone. Et il a fait des appels dans toutes les communes du canton. Il a appelé une fois, deux fois, trois fois, 6 ou 7 si c'était nécessaire, jusqu'à ce qu'on lui donne une réponse. Est-ce que je peux venir présenter Aravo, soit dans une séance de municipalité, mais mieux encore dans les séances de conseils communaux ou conseil général? Il a talonné les gens jusqu'à ce qu'il ait un oui ou un non. Il allait la plupart du temps en soirée, il prenait sa voiture, il partait jusque, je sais pas, à Nyon, à Rolle, à Vevey. Lors de ses interventions dans les conseils communaux, eh bien, il présentait ce que Aravo faisait, le besoin d'Aravo de bénévoles, et il y a passablement de bénévoles qui sont venus ensuite à Valorbe pour l'accueil et qui répondaient à ses invitations. Il présentait notre besoin de bonnets, écharpes, gants, tout ce qui était tricoté main qu'on distribuait au requérant. Et ça, on a reçu par la suite de ces interventions des cartons de bonnets, de gants, d'écharpes et de chaussettes de différents endroits. Et parce que des groupes de tricot, il y en a beaucoup, un peu partout. Il y a partout des personnes qui tricotent et qui ne savent pas toujours pour qui le faire. Alors, ben voilà,
les gens avaient une idée toute prête qui était fournie par cette visite de Daniel Rochat. Et on a reçu beaucoup de tricots, énormément. Alors ça, c'était un côté très positif. Les bénévoles, on en a reçu. Et puis, bien sûr, présenter notre besoin de finances. Et on a commencé à tenir alors un fichier de personnes de soutien de beaucoup d'endroits. À l'heure actuelle, donc 19 ans plus tard, eh bien, on a un fichier d'adresses de personnes de soutien. On a un fichier de 920 adresses. Donc c'est quand même formidable. Lui, il en a fait une bonne partie. Après, il y a eu beaucoup d'autres occasions de faire parler de notre travail, de notre engagement. Et on a tous, en particulier les gens du comité, parlé autour de nous et cherché voilà, des sponsors. Et à l'heure actuelle, eh bien, on envoie 2 lettres semestrielles. Une lettre à la fin du printemps, une lettre à la fin en automne, pour donner quelques nouvelles d'Aravo, expliquer à quoi on en est. Chaque fois, on a un thème qu'on met en avant pour présenter un point particulier. Quand on fait partie d'un comité, et là j'étais donc présidente, c'est vrai qu'il faut quand même porter tout le groupe, et que quelqu'un comme Daniel Rochat, de son envergure, se retire, c'est pas facile. Mon frère, Danilo Gay, quittait son travail parce que lui-même arrivait à la retraite. Il a pris une année sabbatique et pendant cette année sabbatique, j'ai été le trouver précisément pour lui poser ma question à la fin de ton année sabbatique. Est-ce que tu reprendrais la place de Daniel Rochat? On a vraiment besoin de toi dans le cadre d'Aravo. Tu es aussi quelqu'un qui a les bras longs, qui connaît beaucoup de monde dans la région, dans le canton, dans la Suisse romande. Est-ce que tu accepterais ce travail? Et finalement, à ma surprise, mais à mon grand contentement, il m'a dit oui. À la fin de son année sabbatique, il m'a dit « j'ai réfléchi et j'accepte de reprendre ». Je me sens très petit devant tout le travail que Daniel Rochat a fait. Moi, je n'irai pas voir les communes. D'ailleurs, il a vu à peu près tout le monde. Il a terminé ce travail. Il faudra que je me dirige différemment. Mais oui, j'accepte le défi. Ah, ouf, c'était un grand soulagement. Et avec Danilo, on a collaboré d'une manière formidable. Et en effet, il a eu d'autres idées. Et là, il a connu Pichi Banda, qui était un auteur, compositeur, écrivain, requérant du Congo, qui a été accueilli en Belgique et qui a pu finalement venir avec toute sa famille. Il était quelqu'un de très remarquable, de journaliste important au Congo, et c'est d'ailleurs parce qu'il était journaliste qu'il a dû se sauver, quitter son pays prestement, et camoufler sa famille. Il avait 6 enfants et une femme. Quand il a commencé à raconter son histoire, beaucoup de personnes ont trouvé ça formidable, ont dit mais il faut l'écrire. Et puis pour finir, après l'avoir écrite, il savait tellement bien compter. Danilo l'a rencontré et l'a invité pour présenter vraiment ce qu'est l'arrivée d'un requérant en Europe, les questions qu'on se pose, les remarques qu'on peut faire, les incompréhensions qu'on peut avoir. C'est une histoire très compliquée de ce qu'il a vécu, mais on rit tout le long parce qu'il sait rendre son histoire drôle, les rencontres curieuses, les confrontations avec l'esprit européen et l'esprit africain qui nous font rire vraiment. Il est donc seul sur scène pendant 1h30 sans qu'on s'ennuie, mais la moindre minute. Alors bien sûr qu'il fallait rétribuer Chibanda d'une part, et puis c'était l'occasion de présenter le travail d'Aravo qui est très proche donc de l'histoire de Chibanda. Certainement que si les requérants qui passent par Valorme savaient compter aussi bien que Chibanda, il y aurait des centaines d'histoires passionnantes à entendre. Alors Danilo a organisé des rencontres sur tout le canton de Vaud, mais après il s'est dit mais ça concerne toute la Suisse romande, et puisque Chibanda parle le français, on pouvait étendre à toute la Suisse romande, et il a organisé sur 5 ans
tous les mois de janvier, pendant 15 jours, Chibanda a été là pour parler de son périple. Ça a été un grand apport pour Aravo. On a pu recevoir plus de soutien financier de différentes personnes, des soutiens moraux, etc. Alors à ce moment-là, il a fait la connaissance de Bolela, Emmanuel Bolela, qui est aussi un Congolais et qui a, lui, alors fait les 12 000 kilomètres entre le Congo et l'Europe, à pied, en voiture. Alors il a eu un parcours très différent, complètement, mais très complémentaire. Chibanda, lui, il est venu en avion, donc il a beaucoup parlé de son intégration en Europe, alors que Bolela, lui, il parle surtout de tout son périple à travers le désert, à travers l'Afrique. Et Danilo a organisé avec Bolela aussi toute une série sur 3 ans, je crois, de rencontres. Aravo a fait un gros travail, un apport particulier pour enrichir le témoignage de Bolela par un soutien visuel, des photos, etc. Esther Mariaker, qui fait partie de notre comité Aravo maintenant depuis quelques années, elle est photographe, elle s'est déplacée elle-même au Maroc pour voir tout le travail que Bolela avait fait là-bas dans la prise en charge ou dans la mise en route, en tout cas, d'un soutien particulier pour les femmes. Bolela a été très touchée par la douleur des femmes, la souffrance des femmes. Les hommes, c'est jamais drôle, c'est pas simple, il y a beaucoup de souffrance physique. Mais la femme, du fait qu'on profite de sa féminité, et alors il a trouvé tellement insupportable à quel point les femmes sont poursuivies sur ce plan-là. Et il a mis sur place au Maroc des appartements pour que les femmes, quand elles arrivent, qu'elles ont déjà traversé toute l'Afrique, qu'elles arrivent au Maroc, qu'elles puissent au moins reprendre leur souffle, qu'elles puissent au moins prendre 3 mois pour souffler, pour réfléchir, qu'est-ce que je vais faire maintenant, est-ce que je retourne en arrière, est-ce que je continue, mais qu'elles puissent être un moment tranquille. Esther a fait tout un montage, toute une présentation photographique de ce travail, et ça a beaucoup enrichi le témoignage de Bolela. Lors d'une rencontre de bénévoles qui était gérée par Hélène Kung, qui nous encourageait en tant que bénévole, puisqu'on organise ces journées printanières une fois par année. Elle nous faisait réfléchir comment faire connaître Aravo encore différemment. Et quelqu'un, dans ces moments de réflexion, a lancé l'idée, on pourrait faire du théâtre. J'ai trouvé cette idée tellement saugrenue, tellement spéciale. Je me suis dit, non mais quand même, faire du théâtre avec des histoires de requérants, ça m'a choquée. Une des bénévoles avec qui je discutais dans cette journée, rentrée à la maison, elle parlait à son fils aime le théâtre, alors c'est pour ça qu'elle lui raconte, tu te rends compte, on a même imaginé faire du théâtre, mais où est-ce qu'on va à Aravo, mais est-ce possible? Et puis son fils lui dit, mais chiche, moi je trouve cette idée super, je veux bien vous aider. Et ainsi est née l'histoire de Quai numéro 1, que ce garçon, donc Cyril Maillefer, nous a stimulés, nous a formés, nous a mis en route. Donc en tant que bénévole, on a partagé ça à tout le monde, on a dit on va écrire. Tous ceux qui ont des anecdotes à écrire, faites-le. On les envoie tous à Cyril et puis il a fait le tri. On a travaillé 1 année, 2 ans, pour avancer dans ce projet. C'est pas facile parce que vraiment c'est nous qui inventions le tout. On a mis le titre Quai numéro 1 parce que
nous, on est situé sur le quai numéro 1 à Valormes. Lorsque les requérants partent pour aller dans les différents cantons, tout le monde doit passer par Lausanne. Et à cette époque-là, eh bien, l'arrivée du train de Valormes était sur le quai numéro 1. On a trouvé quelques personnes extérieures aux bénévoles, quelques personnes parmi les bénévoles, mais on a été, pour la plupart d'entre nous, des personnes qui n'avaient jamais participé à du théâtre, à part un. On a suivi les conseils de Cyril, qui a fait toute la mise en scène, et on a joué notre spectacle dans 28 villes, dans 28 endroits. On a même été jusqu'à Pontarlier pour jouer, et ça nous a occupés sur donc les présentations sur une année et demie. J'ai aussi participé à la mise en place des spectacles pour toute la deuxième partie sur 6 mois en tout cas. C'est moi qui ai dû prendre contact avec les différentes localités, les différents groupes, sensibiliser à la question des requérants pour qu'on puisse aller jouer à droite et à gauche. Sur le canton, mais à l'extérieur, dans le Valais, Neuchâtel, Genève. Oui, plusieurs fois aussi à Genève. Donc ça a été une expérience particulière, et ça a toujours été des occasions de s'enrichir. Oui. Pour moi, ça a été un petit peu la fin de mon rôle de présidente. C'est vrai qu'une fois que j'ai dû être, est-ce qu'on dit pas impresario là, pour quai numéro 1, eh bien, c'est là que j'ai quitté la présidence et que j'ai remis à Yvette Fischmann. Avec notre spectacle, on a gagné un concours, le prix du milieu du monde. C'est le canton de Vaud qui organise ça pour récompenser et récompenser les personnes qui font des efforts dans le domaine de l'asile, dans le domaine de l'intégration des requérants. Les 2 premières fois, on nous a dit « Ah mais votre projet n'est pas suffisamment avancé, il nous faut du concret, donc vous présenterez l'année prochaine ». Et pour finir, donc la 3e fois qu'on s'est présenté, eh bien, par le fait qu'on avait fait 28 représentations, on a pu être gagnant de ce prix-là, et ça nous a donné une jolie somme à mettre aussi dans les finances d'Aravo. Ça a été encourageant, et ça a été vraiment une récompense formidable pour tout le travail et l'investissement qu'on avait eu. Ce qui est important de dire, c'est qu'il y a eu une époque où il y avait énormément de requérants qui étaient là à Valormes, quand il y avait jusqu'à 200 personnes le matin sur 2 heures, 150 personnes l'après-midi sur 2 heures aussi. Eh bien, ça représente beaucoup de café, beaucoup de sucre, beaucoup de lait. Et là, il faut bien quelqu'un qui s'occupe de gérer tout ça, qui s'occupe d'aller régulièrement, chaque semaine en tout cas, voir dans les armoires comment tout ça part. Et c'est mon mari qui s'est occupé de ça depuis le début. Alors quand il y a une action à la Migros, quand il y a une action à la Coop ou chez Denner, eh bien il part avec la voiture et il charge. Quand il y avait 200 personnes, il achetait le lait par 200 litres. Nos jeunes, enfin mon neveu, qui a fait un dessin humoristique pour représenter tout ce qui avait été apporté à Ravo. Alors c'était sous forme d'un âne avec une charrette derrière. On s'était amusé à évaluer ce que ça représentait. C'était impressionnant parce qu'il y avait des tonnes, donc ça faisait plusieurs tonnes de lait, plusieurs tonnes de sucre. Et puis, je crois que les sachets de thé, ça faisait 16 000, enfin quelque chose comme ça. Enfin, des valeurs énormes. Et mon mari a aimé faire ça. Et puis voilà, en général, quand il arrive avec son chargement plein la voiture, il s'arrange d'arriver pendant les heures d'ouverture de l'accueil. Les requérants sont tout heureux de décharger la voiture, donc il n'a pas trop à porter. Et c'est agréable, et ça lui donne aussi des contacts sympas avec les requérants qui sont ravis de donner un coup de main. Et les boulangeries, vous voulez parler un peu des Les boulangeries, au début de nos activités, on avait été voir les boulangeries parce qu'on pensait que c'était très important d'avoir aussi quelque chose à offrir, en plus que le café et thé, mais quelque chose
à croquer avec ça. On avait été visiter les 2 boulangeries de Valorbe et qui avaient été d'accord de nous offrir leurs invendus. Si bien que les bénévoles, en arrivant le matin, passaient aux boulangeries chercher les invendus du jour précédent. Il y avait toujours une petite réserve qui avait été mise de côté pour Aravo. Et puis on a pu bénéficier de ça pendant plusieurs années. Ça a été une période aussi sympa de sentir quand même que Aravo n'était pas trop accepté dans la localité, les boulangers nous avaient fait cette fleur d'offrir les invendus. C'est formidable de sentir la présence de toutes ces personnes de bonne volonté qui ont été là toujours à deux et pour chaque ouverture du matin et 2 personnes différentes pour chaque ouverture de l'après-midi. Alors ce qui veut dire c'est qu'on avait quand même 10 personnes, non 10 périodes d'ouverture de l'accueil par semaine et chaque fois avec 2 personnes. Donc ça faisait 20 personnes qui passaient par là pour accueillir chaque semaine. Alors c'est quand même beaucoup. Certains bénévoles s'engageaient pour 1 fois par mois, d'autres pour 1 fois par semaine. Et je trouve particulier de penser qu'à l'heure actuelle, bientôt 20 ans plus tard, eh bien, certaines personnes sont encore avec nous et font encore partie du groupe. Ça, c'est remarquable. Oui. Et il y en a plusieurs. Et puis là, je pourrais citer Marthe Bourgeois, Nicole Rochat, qui est là tous les mardis après-midi. Et puis, il ne faut pas lui chipper son mardi après-midi. Alors, elle y tient, elle est fidèle. Et maintenant qu'elle a passé 80 ans, elle poursuit encore. Jacqueline Lerèche, Jocelyne Jomono, René Kveller, et puis j'aime aussi ajouter Benjamin Bourgeois, qui lui a été beaucoup de choses. Il a été à l'accueil, il a fait partie du comité, il a été héroé, ça veut dire représentant des œuvres des églises. D'entraide. D'entraide. Oui, au Le centre. C'est d'entraide. Oui, dans le cadre du centre. Mais c'est des églises, effectivement. Ouais. Alors, Caritas. Et il est encore parmi nous à l'heure actuelle. Moi aussi, j'ai été aussi depuis le début. Et voilà, je trouve... ça montre quand même qu'on a eu une bonne équipe de bénévoles. Et ce que je faisais quand j'étais responsable des bénévoles, je m'arrangeais que les gens soient régulièrement avec d'autres pour que tout le monde se connaisse, qu'on se connaisse au maximum, disons. Mais que ce ne soit pas toujours des teams de 2, mais qu'il y ait une dynamique d'équipe. Oui, une dynamique d'équipe et qu'on se connaisse les uns les autres et puis qu'on puisse s'entraider les uns les autres. C'est important. Et ça, je dis un grand merci à toutes les personnes qui ont été bénévoles parmi nous et avec nous. Maintenant, un mot aussi sur les différentes activités qu'on a mises en route. Donc moi, j'ai commencé à être présidente, c'était au début de l'année 2009. À ce moment-là, on avait, avec la présidente précédente, on avait souvent fait la demande au centre, mais on aimerait que les requérants soient un peu occupés. Ça doit être tellement dur et tellement avilissant presque d'attendre depuis le matin jusqu'au soir, depuis le soir jusqu'au matin, attendre tout le temps pendant des semaines et des mois. Alors on réclamait vraiment un peu d'occupation et on a mis sur pied les visites culturelles. Comme j'ai travaillé à l'Office du tourisme, eh bien, je connaissais bien les différents sites touristiques de Valorbe et puis on s'est rendu compte que ce serait bien d'inviter les requérants et on a mis ça en route 1 fois par semaine, le lundi après-midi, d'inviter les requérants, d'en prendre une vingtaine et d'aller visiter soit les grottes, avec quelques mots explicatifs. J'avais pris toutes les personnes intéressées par cette activité à venir déjà visiter les grottes avec moi et puis je les ai formés un peu pour qu'ils aient des choses à raconter, des choses intéressantes à dire, pas simplement regarder ce qui est autour de soi, mais voilà. Alors on a visité les grottes ensemble, on a visité Jura Park avec les bénévoles intéressés et puis le musée du fer et chemin de fer.
Et puis on s'est dit, ben, il nous faut encore une quatrième chose pour que ça fasse au moins le mois. Donc comme ça, tous les lundis après-midi, on faisait une activité avec une vingtaine de personnes. Et là, la quatrième activité, ben, c'était de faire une balade un peu qui présente quelque chose un peu plus loin que ce que font les requérants par eux-mêmes. Par eux-mêmes, ben voilà, ils descendent jusqu'à la rivière, ils descendent jusqu'au centre de Valorbe, et puis ils regardent les vitrines qui sont très vite, on a très vite fait le tour, et puis c'est tout. Alors on a imaginé quelques balades un petit peu plus loin, le tour, ce qui s'appelle le tour de la gare, enfin ce que j'ai appelé le tour de la gare. Donc on fait toute une balade dans la forêt au-dessus, on monte d'un côté, on descend de l'autre, et puis ça fait une heure et demie de balade. C'était le but, c'était ce qu'il fallait. Ou bien le tour du viaduc aussi, se balader le long de la rivière. C'est des jolies balades qui leur font découvrir autre chose que ce qu'ils connaissent par eux-mêmes. Ça, c'était sympa comme tout. Les visites, on a appelé ça les visites culturelles. L'année suivante, il y avait des bénévoles qui trouvaient que quand même, si on pouvait leur offrir la possibilité de jouer un peu avec l'ordinateur ou surtout de chercher des données sur leur pays ou d'écouter la musique de leur pays par ordinateur, enfin de leur donner au moins l'accès à l'ordinateur, aussi pour faire venir des documentations dont ils ont besoin pour leurs interviews. Ça, c'était important de pouvoir le faire. Et ça nous a paru un peu compliqué à mettre sur pied, mais il y avait des bénévoles, enfin Pierre-Olivier des aumôniers et Luciano des bénévoles. Eux, ils ont été vraiment pris au cœur, pris aux tripes avec cette proposition-là, et ils ont dit, on ne vous demande rien, à vous le comité, on va trouver les fonds qu'il nous faut, on va trouver des ordinateurs, et on va trouver quelques bénévoles qui fassent ça avec nous. Et ils ont mis ça sur pied, mais un service formidable, et qui a été tellement apprécié par tout le monde. Et il y a eu bien quelques bénévoles aussi qui les ont rejoints pour être là, pour aider les requérants avec la question d'Internet. Ça a été vraiment une réussite. Ensuite, on a imaginé aussi des ateliers pour enfants. Il y a plusieurs personnes qui pensaient que ce serait bien de s'occuper des enfants à l'intérieur du centre, parce que là aussi c'est quelque chose de difficile pour les parents, d'avoir leurs enfants tout le temps avec eux, tout le temps. Ouais, sans but dans une journée, non seulement d'attendre, comme je disais tout à l'heure, d'attendre le soir et puis après d'attendre le matin, mais en plus avec des enfants qui ne savent pas que faire et à quoi s'occuper. Et le centre, il y avait bien la possibilité de jouer au ballon dans la cour, et puis deux, trois choses, mais peu de choses, et peu de choses prévues pour les enfants. Alors, on a proposé au centre, c'est Lynn Gasser surtout qui a fait ça, de proposer au centre ce qu'on appelle un atelier enfant. Et si c'était très problématique parce qu'il fallait que le centre accepte que des personnes extérieures, des personnes d'Aravo entrent au centre pour s'occuper des enfants. Et ça a été prévu d'abord une demi-journée par semaine, ensuite au fur et à mesure des années ça a été 2, maintenant c'est pour parler que 3, que ce soit 3 demi-journées par semaine. Et bien des bénévoles d'Aravo entrent à l'intérieur et puissent avoir un coin pour occuper les enfants. Et imaginer voilà, des découpages, des coloriages, des bricolages. Et ça, c'est aussi quelque chose qui marche bien. Et maintenant que le centre a osé nous ouvrir la porte, ils se rendent compte de tout le bénéfice pour eux, pour leur personnel et pour la tranquillité de la maisonnée. On leur propose un peu de manucure, on leur propose l'onglerie et même la coiffure, oui. Parce que parmi les personnes du comité, il y a une dame qui est coiffeuse. Alors maintenant, elle propose aux personnes qui sont là de leur donner un coup de peigne, couper les cheveux, etc. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Ouais. Et c'est valorisant pour ces dames. On a eu parmi nos activités encore le groupe Gare. Ça, c'est quelque chose qui avait été créé par Hélène Kuhn, puisque
tous les requérants c'était comme ça il y a quelques années, tous les requérants qui quittent Valorbe pour être attribués dans un canton devaient passer par Lausanne, ce qui est numéro 1 dont je parlais tout à l'heure. Et Hélène s'était rendue compte que beaucoup des requérants qui partent quelque part à l'opposé de la Suisse, même donc jusqu'au Grison, au fond du canton du Jura, il y a des parcours lents et difficiles et il y a des requérants qui ne savent pas du tout comment s'y prendre. Ils ont quelques informations au centre, mais à peu près rien. Et puis ils se perdent en route. Et puis comme ils ont leur billet de train pour toute la journée de leur départ, il y en a qui doivent dormir dans une gare quelque part parce qu'ils ne sont pas arrivés à destination. Puis le lendemain, leur billet n'est plus valable. Donc ça occasionnait vraiment des choses très difficiles pour les requérants. Et avait été donc imaginé par Hélène un groupe gare, c'est-à-dire des bénévoles, toujours des bénévoles, une ou deux personnes, souvent par deux bien sûr, qui sont sur le quai. Quand les trains arrivent de Valorbe, il y a 2 trains du matin où la plupart des requérants en transfert que les gens prennent. Alors 2 personnes sur le quai qui sont là pour aiguiller les gens, les accompagner au bon train, leur donner les relations de train, la suite aussi. Il y a un endroit dans le canton du Jura où il faut changer 5 fois. Alors, ces requérants, ils étaient perdus avec ça. Ils n'ont pas l'habitude de voyager de cette façon et puis de passer d'un train à un bus, d'un bus, encore se déplacer à pied un bout pour aller chercher de l'aide ici ou là. Alors, vraiment, ça a été un service important et Hélène Kung avait demandé pour finir que ça fasse partie des activités d'Aravo pour que ce soit tout géré sous le même chapeau. Et pour les bénévoles de la gare, eh bien, c'était utile de savoir qu'ils appartenaient à une association. Je pense qu'un tel engagement, un tel travail apporte beaucoup. C'est inévitable. On ne peut pas être 20 ans engagé dans un travail humanitaire, entre humains, sans en ressortir grandi. Bien sûr que quand je me revois il y a 20 ans, tâtonnant, qu'est-ce qu'on va faire pour bien faire, qu'est-ce qui sera un apport, qu'est-ce qui est juste, eh bien, sur le plan humain, en tout cas, ça m'a beaucoup apporté, le fait de... Je suis ravie, en repensant à tout ça, je suis vraiment ravie d'avoir eu l'occasion de participer à cette aventure, de participer à la fondation, surtout à la création de notre association. Lorsqu'on met en route quelque chose, qu'on crée quelque chose, il y a un côté intéressant. C'est pas simplement suivre ce qui a toujours existé, etc. C'est vraiment imaginer quelque chose de nouveau. Et puis de pouvoir permettre à des personnes d'être accueillies, d'être reconnues. Ça, on ne l'a pas compris tout de suite, mais au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte à quel point les gens ont apprécié ce qu'on avait mis en place. Et on avait de temps en temps des courriers qui nous venaient d'un endroit de la Suisse, d'un canton ou d'un autre, et puis les gens qui disaient « je repense souvent à Valorbe ». Ça, c'était chaque fois quelque chose de fort. On a reçu des poèmes qui étaient écrits par un requérant, et puis qui avait mijoté son poème en souvenir de son passage ici. Alors c'est tout ça qui nous a fait du bien, et qui me fait encore du bien aujourd'hui, d'avoir pu quand même se tenir, qu'est-ce qu'on va dire, se tenir à la porte de notre pays pour tendre la main à des personnes en désarroi. Ça, je trouve que c'est quelque chose de beau, et ça m'apporte à l'heure actuelle, quand je rencontre une personne ou une autre avec qui j'ai travaillé, on a beaucoup de bons moments à se raconter, parce qu'on sait que c'est des gens qui ont été quand même beaucoup dévalorisés dans leur parcours, beaucoup maltraités, beaucoup violentés. Alors d'arriver chez nous et de sentir une porte ouverte, de sentir un regard accueillant, on sait que c'est important.
ils gardent le souvenir d'un village où ils ont vraiment reçu un accueil, ils ont reçu une écoute, ils ont reçu des conseils, ils ont reçu un accompagnement humain. Ils ont, et tout cela, eh bien, ils ont l'occasion de le dire autour d'eux, et ils emportent avec eux le souvenir de ce qu'ils ont reçu à Vallorbe. Aussi un encouragement quand même très marqué, qui leur a permis de faire monter en eux la résilience nécessaire pour leur permettre de poursuivre leur parcours, pour oser regarder l'avenir, oser croire en un avenir aussi. Réaliser que j'ai été un maillon de cette chaîne de vie, eh bien pour moi ça me fait du bien. Voilà. Et je me sens aussi honorée d'avoir rencontré et d'avoir découvert dans cette équipe vraiment des personnes de grande valeur, autant parmi les bénévoles que parmi les juristes et parmi les aumôniers. Grâce à la présence de cette trilogie, on pourrait dire, eh bien, on a pu tenir debout dans le temps et on a pu tenir contre vents et marées. C'est pas peu dire. Voilà, je me sens en tout cas très enrichie par cette expérience. Et j'ai l'impression que ma vie a trouvé là son point culminant. C'est pour ça que je remercie vraiment chacun.